1,80% et sans doute plus à attendre sur le 10 ans américain. C'est peut-être le dernier signal qui manquait pour confirmer l'idée que l'économie américaine est sortie de la crise pandémique. On en parle avec John Plassard, avec nous par téléphone depuis la Suisse, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. Bonjour et bienvenue John. Merci d'être avec nous. Effectivement, 1,80 sur le 10 ans américain et sans doute plus dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines, voire prochains mois. Ça nous ramène sur les niveaux du 10 ans américain qu'on connaissait quasiment avant la crise pandémique, au début de l'année 2020. Est-ce que c'est un signal fort, John? Est-ce que c'est une nouvelle histoire qui commence pour les investisseurs, avec bien sûr des banques centrales et la Fed en premier lieu qui sont en train de faire évoluer rapidement leur stratégie? Bonjour Grégoire, effectivement, mais on voit que ce mouvement sur les bons souverains n'est pas seulement lié à la Fed. Si je prends un cas qui m'est proche, on regarde le 10 ans suisse qui est repassé en niveau positif, c'est pour la première fois depuis 2018. Donc on voit que c'est tout d'abord une situation globale et qui n'est pas seulement à mettre sur le compte de la Fed. Après, si on prend la Fed, je dirais qu'on a eu trois phases. Déjà, l'année passée, tout le monde s'était interrogé sur le fait de savoir pourquoi le 10 ans américain le rendement de 10 ans américain était si faible, et on avait constaté que, entre autres, il y avait le fait que les investisseurs pariaient toujours sur cette inflation transitoire, qui a été abandonné à la fin de l'année passée par la Réserve fédérale américaine, pas encore par la BCE, elle le fera mais pas tout de suite. Et donc on a eu trois phases. Le tapering, donc le début de la fin de la fête, je dirais, aux États-Unis. La deuxième chose, c'est lors de la dernière réunion de la Fed, on a vu que les fameux dot plots, c'est les nuages de points qui indiquent combien de hausses de taux on aurait cette année, montraient clairement que selon la Fed, toujours, on aurait 3 hausses de taux. C'était pas du tout évidemment le cas l'année passée. C'était littéralement presque un choc. Et puis la troisième chose, c'est effectivement, selon les minutes de la Fed, on commence à parler de réduction du bilan de la Fed. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que on est en train d'enlever potentiellement, alors progressivement aussi, on est en train d'enlever cette aide artificielle qu'on avait depuis la crise du Covid, et potentiellement, ça veut dire que ce bilan qui était censé être constant tout au long de l'année, commencerait à baisser, et ça se traduit toujours par une hausse des rendements des treasuries en l'occurrence, et en Europe, évidemment, des bons souverains. Donc on voit ici qu'on est dans un nouveau paradigme, et ce nouveau paradigme s'accélère depuis le début de l'année. Est-ce qu'il faut comprendre, John, effectivement, que la normalisation de l'économie américaine est plus solide encore que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques mois? Est-ce que ça veut dire que la pandémie est terminée, entre guillemets, en tout cas que la vague Omicron ne fera pas dérailler l'économie américaine et donc peut ouvrir la voie à une normalisation de la politique monétaire plus rapide que ce qu'on imaginait? Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Je l'avais dit, effectivement, on n'a pas l'impression, je reviens des États-Unis, et lorsqu'on est aux États-Unis, on a vraiment l'impression que, évidemment, c'est malheureux pour les personnes qui sont à l'hôpital, mais on a vraiment l'impression que les Américains agissent maintenant comme si c'était une grippe saisonnière, vraiment. C'est-à-dire que les gens continuent d'aller dans les restaurants, les gens ne savent plus combien il y a de cas par jour, alors que ce soit en France ou en Europe, on sait exactement au cas près combien on a de cas de variants, de personnes contaminées par jour. Et donc le retour à la normale est effectivement une chose qui est beaucoup plus importante que ce qu'on a en Europe. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si vous regardez, quand on prend les objectifs de la Fed, c'est-à-dire le plein emploi, on voit qu'on est passé, vous vous souvenez, en dessous des 4% aux États-Unis. Donc ça, c'est considéré comme
quasi le plein emploi aux États-Unis, et puis évidemment l'inflation qui est largement au-dessus des 2%. Et donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui est très importante et qu'il faut le rappeler parce qu'elle sort un petit peu des arguments classiques, c'est que il y a près d'une année de ça, lorsqu'on posait la question à Jérôme Powell, donc le président de la Réserve fédérale américaine, de savoir si à un moment ou à un autre il fallait monter les taux d'intérêt, il a dit deux choses. Premièrement, c'était pour faire face évidemment à des objectifs, les deux objectifs, c'est-à-dire ce qu'on a dit, le plein emploi et l'inflation, deux objectifs qui seraient atteints. Et la deuxième chose, ce serait qu'il faudrait se préparer à la prochaine crise. C'est-à-dire que fondamentalement, si vous arrivez en période de crise, ce qui ne veut pas dire que ce sera cette année, mais l'année prochaine, avec des taux d'intérêt à zéro, eh bien, ça veut clairement dire qu'ils n'auront pas de munitions pour se prémunir face à cette crise. Et on sait très bien que la Réserve fédérale américaine ne veut surtout pas rentrer dans les taux d'intérêt négatifs. Donc ça, c'est très important de le noter. Donc oui, il y a normalisation, vous avez tout à fait raison. Oui, les objectifs de la Fed sont pour l'instant atteints, mais la troisième des choses, c'est qu'il faut absolument monter les taux pour se prémunir contre une prochaine crise. Est-ce que ça veut dire, au regard de ces points clés que vous développez, John, que la Fed va être peut-être un peu moins attentive, un peu moins sensible peut-être à la dynamique des marchés? On a beaucoup dit que la Fed était très dépendante de la bonne tenue des marchés. Est-ce que de ce point de vue-là, elle peut, laisser de côté la situation de marché pour quelque temps? Est-ce qu'elle peut accepter des drawdowns sur les marchés, d'une correction du prix des actifs, sur l'immobilier, sur les marchés actions, un peu plus importante que ce qu'on imagine? Je pense, oui, et je pense que c'est pour cette raison que le consensus, et moi-même d'ailleurs, sommes assez prudents sur cette année en ayant des objectifs de croissance, par exemple du S&P 500, de seulement, entre guillemets, de seulement 10%, en tout cas, parce qu'on sait que historiquement, lors de la première hausse des taux après une récession, et en plus d'une réduction du bilan d'une banque centrale, on voit les marchés qui baissent environ en moyenne de 10%. Donc on sait que, si vous voulez, la Fed, elle est là pour sauver les marchés financiers, oui, mais si le marché devait baisser de 10%, je ne crois pas que ça l'impacterait plus que ça. Et on voit que dans ce sillage-là d'acceptation d'une potentielle baisse des marchés ou d'un marché qui ne ferait rien cette année, eh bien on voit qu'il y a les grandes banques américaines, et notamment Goldman Sachs, ce week-end, qui affirment que la Fed montera ses taux 4 fois cette année, alors qu'il y a un mois et demi, elle pariait sur 0 hausse de taux en 2022. Donc on voit que les choses sont très rapides, et on voit que l'acceptation de la part des banques et de la part du consensus est très importante. C'est-à-dire que fondamentalement, la forward guidance, c'est-à-dire expliquer au marché ce qui va passer, eh bien fonctionne aussi pourrait fonctionner aussi malgré un bilan de la Fed qui pourrait être baissé et malgré des taux qui pourraient être augmentés. On suivra ça effectivement, et puis au sujet des banques, ce sera le coup d'envoi des résultats du secteur financier américain en fin de semaine. On va avoir la séquence de résultats qui redémarre. On aura l'occasion d'en reparler avec vous, John, une fois que les premières publications seront passées. Mais voilà, le coup d'envoi sera donné dès ce vendredi avec JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo ou encore BlackRock qui publieront leurs résultats avant l'ouverture des marchés américains vendredi. Donc, John Plassard était avec nous par téléphone. Merci beaucoup, John, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie, avec nous depuis Genève. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi en direct à partir de 17h sur Bismart.